Bonjour, bienvenue au sein de la rédaction Aliency. Je suis ravi d'être en compagnie de Mark Schusterman. Bonjour Mark. Bonjour Sylvain. Mark, tu es expert européen en cybersécurité et tu œuvres au sein de Verizon. Aliency est partenaire d'un événement qu'on organise ensemble le 6 juillet au sein du campus cyber avec l'ambition de revenir, alors faire un petit état des lieux de ces 2 ans écoulés de crise, j'allais dire ces 2 ans écoulés, mais on a encore une crise. Cet événement est l'occasion de revenir ensemble sur un rapport que vous publiez depuis de nombreuses années, tous les ans, le DBIR. Alors je vais t'essayer de nous dire ce que veut dire DBIR. Le Data Breach Investigation Report. Et l'occasion de revenir tous les deux sur quelques enseignements de ce rapport. Quels sont les principaux enseignements, les principaux chiffres qui sont un peu, on va dire, surprenants ou qui peuvent nous interpeller? C'est quelque chose qui est un peu une tendance qui continue à se confirmer, c'est-à-dire que typiquement le facteur humain, les brèches de sécurité, les compromissions de données qu'on a pu constater, est là dans à peu près plus de 80% des cas. Le ransomware qui augmente de 13%, il y a aussi les erreurs, donc, qui sont liées bien évidemment au facteur humain, qui augmentent aussi. Typiquement, pour avoir stocké des informations, c'est ce qu'on appelle la cloud misconfiguration, c'est-à-dire qu'on a stocké des informations, on ne les a pas sécurisées, ou alors j'ai envoyé des informations à des gens qui ne devraient pas le recevoir. Donc ça, il y a une exposition de données, donc c'est répréhensible par typiquement la RGPD, mais d'autres réglementations. Donc c'est une tendance comme ça qui se confirme et qui s'affirme effectivement. Alors on parle du facteur humain parce que c'est souvent le point de départ, mais ce qui suit derrière, là c'est plutôt lié à des enjeux de technologie qu'on pourrait effectivement quand même contrer. Tout à fait. Et alors, ce qui est un peu particulier pour l'année, donc ça concerne l'année 2021, on a eu toutes ces attaques sur ce qu'on appelle le supply chain management, avec les introductions de malware directement chez un fournisseur de services de sécurité ou de monitoring de sécurité. Et donc avec ce qu'on appelle le software update, c'est-à-dire que en fait, naturellement, les logiciels pour s'updater vont chercher vont confirmer que c'est bien la bonne donnée avec des certificats, que c'est le bon éditeur qui envoie des informations, et donc on va uploader comme ça le logiciel de manière à ce qu'il soit à jour et sécurisé. Simplement, si un attaquant a réussi à mettre un petit morceau de logiciel malveillant dans ce software update, eh bien, le verre est dans la pomme, et on a eu comme ça une grande partie, à peu près 60% des compromissions de données cette année, donc c'est quand même vraiment conséquent, qui sont liés à un tiers, à un partenaire, absolument. Il y a aussi des enseignements qui sont intéressants dans ce rapport, c'est le côté effectivement attaquants eux-mêmes. Donc aujourd'hui, il y a quand même toute une analyse sur le coût de ces attaques pour eux en fait. Absolument. Alors ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a fait un focus un petit peu sur, donc on a la vue toujours du côté des entreprises, des victimes, absolument. Et là, on s'est un peu attaché à voir qu'est-ce qui se passe du côté de l'attaquant et comment on travaille dessus, comment eux travaillent, parce qu'au fond, ils travaillent, hein, c'est un business comme un autre, enfin, sauf qu'il n'est pas légal. Et donc il y a une analyse qui a été faite où on a été voir dans le darknet un petit peu quels étaient les coûts des services pour attaquer, les différentes façons d'attaquer. Alors c'est très cher d'embaucher quelqu'un pour faire des mouvements latéraux. On montre un petit peu des graphes, c'est du 200 $ par mouvement latéral. En revanche, acheter un framework complet, c'est vraiment rien du tout. C'est du l'ordre du centime de dollar. Donc pour les non-initiés, hein, c'est-à-dire que quand même il y a un certain nombre d'attaques qui sont automatisées et voire industrialisées, qui sont assez rendables. Et c'est celle-là dont les entreprises doivent absolument se protéger. Parce que les attaques très sophistiquées, à un moment donné, c'est un autre niveau aussi de protection. Alors les attaques très sophistiquées, c'est en général, soit l'entreprise est vraiment ciblée, et dans ce cas-là, on va mettre les moyens par rapport à son infrastructure, parce que les ransomware, c'est des attaques aveugles un peu. Je vais essayer par phishing, on parlait des 82% de facteurs humains, on a toujours sur 3% de personnes qui cliquent sur un email qu'ils reçoivent, alors que légitimement, ils ne devraient pas cliquer dessus. Hein. Mais on a, malgré les tests, malgré les trainings, malgré toutes les informations qu'on donne, et puis moi-même, n'importe qui, il y a un moment où on n'est pas 100% du temps complètement focalisé sur le fait d'analyser les mails qu'on reçoit, on clique et puis ah mince, c'est trop tard, mais c'est fait. Et donc c'est ce qui fait que ces attaques sont rentables. Mais pour revenir sur ta question, les attaques ciblées sont extrêmement chères. Donc ça veut dire que si je veux rentrer chez quelqu'un rapidement avec des méthodes qui sont des méthodes de pro, c'est beaucoup plus cher. Mais a priori, les acteurs n'auraient pas des motivations financières, mais plutôt des motivations d'espionnage dans ce cas-là.
cybersécurité, on voit quand même les comités de direction et COMEX il y a plus sensibles qu'il y a quelques années. Malgré tout, il y a toujours un enjeu de maturité et de réaction. Enfin, on change de braquet en fait aujourd'hui. Donc, il y a quelques années, on faisait des interviews au COMEX et on disait j'ai un RSSI. Aujourd'hui, le RSSI, c'est le début de l'histoire, je crois. Oui. Qu'est-ce qui reste urgent à mettre en place au regard de ce que vous observez sur le marché et sur les bonnes pratiques? Alors, qui est urgent de mettre en place Tu parles de bonnes pratiques, en fait, c'est ça. Au départ, le départ, c'est ça. C'est-à-dire que le RSSI, il est là. S'il est là et qu'il n'y a rien de mis en place, c'est qu'il va avoir beaucoup de difficultés au départ, sauf s'il a l'aide, en fait, le support du comité de direction. Mais le départ, c'est de voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que j'ai comme serveur, qu'est-ce que j'ai comme système, qu'est-ce que j'ai comme données, où est-ce qu'elles sont stockées, comment elles sont défendues, est-ce qu'elles sont chiffrées ou pas, est-ce qu'elles incluent des données à caractère personnel ou confidentiel pour l'entreprise, qui est à peu près pareil. Et puis les employés, comment ils vivent la sécurité, est-ce que oui ou non. Donc tous ces leviers, tous ces KPI doivent remonter au RSSI et quelquefois il doit tout créer pour pousser ça et donc proposer après une espèce de marche à suivre, ce qu'on appelle le programme de sécurité, qui commence par est-ce que j'ai mis en place un double facteur d'authentification, la gestion des mots de passe, qui est suffisamment long, est-ce que les employés doivent les refaire régulièrement, est-ce qu'on a mis en place, on leur a proposé un système de stockage des clés, parce que souvent on leur demande des mots de passe différents par type d'application, donc tout ça il faut fournir, il faut former, et puis derrière il faut patcher, il faut suivre ça, c'est un travail à plein temps avec le DSI qui n'a pas que ça à faire. Le chantier il est quand même considérable, on est d'accord, surtout quand dans de grandes organisations on a des centaines, voire des milliers d'applications, d'intervenants, d'écosystèmes, donc on va dire que sur la partie technique, il y a quand même un certain nombre de bonnes pratiques qui existent, mais il y a surtout un enjeu aujourd'hui à l'échelle des organisations de formation, de sensibilisation, d'automatisme à créer. Absolument. Donc ça, le training, c'est l'élément clé. On n'arrivera jamais à 0%. On se doute bien que… des problèmes, il y en aura. Les problèmes, il y en aura. Des backdoors, c'est-à-dire la personne qui clique, il y aura toujours une personne qui clique, il y aura toujours une personne qui se trompe d'envoi de destinataire quand elle envoie des données avec les noms et les prénoms des employés. Simplement ça, c'est déjà une brèche de sécurité. Mais la formation, elle est fondamentale. Parce que, d'une manière ou d'une autre, il faut que l'utilisateur apprenne petit à petit ce que c'est qu'une entreprise, qu'il la vive en termes de comment je défends. Et si j'ai fait une erreur, il faut que je le dise tout de suite. Il faut que les gens soient au courant tout de suite de manière pour agir parce que la communication est un premier, et l'urgence de la réaction est un premier moyen de lever le problème. Quand il faut effectivement dédramatiser le sujet, il faut communiquer, il faut échanger le plus rapidement possible. Et ça aussi, c'est des pratiques qu'il faut avoir. C'est le sujet qu'on va redévelopper le 6 juillet ensemble avec des retours d'expérience effectivement d'entreprises qui acceptent de témoigner, Marc? Absolument, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont témoigner avec nous. On va commencer par un petit retour sur le débit hier. Cette fois-ci ce sera plus visible et puis après un tour de table avec des RSSI de différentes entreprises. En tout cas, on vous invite à télécharger ce rapport qui va être disponible dans le sous-titrage de cette émission, tout sera à disposition. Et puis surtout, Marc, on se retrouve le 6 juillet pour venir partager, confronter vos enjeux et vos expériences au Campus Cyber. Avec plaisir. Merci à vous et à bientôt. Merci.